En 2007, Nokia vend un téléphone sur deux dans le monde entier. L'entreprise finlandaise pèse plus de 100 milliards de dollars, emploie 130 000 personnes et domine son secteur depuis plus de 10 ans sans partage. Cette année-là, un journaliste demande au PDG de Nokia ce qu'il pense d'un nouveau produit qu'Apple vient de présenter, un téléphone tactile sans clavier physique appelé iPhone. Sa réponse : Nokia n'a rien à craindre. 5 ans plus tard, l'action Nokia a perdu plus de 90% de sa valeur. 7 ans plus tard, l'entreprise vend sa division téléphone à Microsoft. Une entreprise qui dominait la planète entière disparaît presque complètement du marché qu'elle avait inventé. Comment une marque aussi célèbre a-t-elle pu s'effondrer aussi vite ? Et surtout, qu'est-ce que cette histoire peut nous apprendre sur la façon de gérer notre propre argent ? C'est ce qu'on va voir ensemble. Pour comprendre cette chute, il faut d'abord comprendre l'ampleur de la domination de Nokia. Dans les années 2000, posséder un téléphone Nokia n'est pas juste un choix de consommation, c'est presque un réflexe. L'entreprise vend des téléphones robustes, fiables, abordables, dans absolument tous les pays du monde. À son sommet, Nokia capture près de 50% du marché mondial du téléphone mobile. Aucune entreprise, dans aucun secteur, ne détient aujourd'hui une position aussi écrasante. Et c'est précisément là que se cache le premier piège. Parce que quand vous dominez à ce point un marché, une question dangereuse s'installe dans la tête des dirigeants. Pourquoi changer un modèle qui fonctionne aussi bien ? Petit aparté, pour celles et ceux que ça intéresse côté finances personnelles, ce piège-là, ce n'est pas juste un piège réservé aux entreprises. C'est exactement le même réflexe qui pousse énormément de gens à laisser leur argent dormir sur un compte courant ou dans un placement qui a bien fonctionné pendant 10 ans, sans jamais se demander si ça reste le bon choix aujourd'hui. La familiarité rassure, mais elle ne protège pas. En janvier 2007, Steve Jobs monte sur scène et présente l'iPhone. En interne chez Nokia, la réaction est loin d'être la panique. Beaucoup d'ingénieurs pointent, à raison sur le moment, des défauts bien réels. L'autonomie est mauvaise, le clavier tactile moins précis qu'un clavier physique et le prix nettement plus élevé que la moyenne du marché. Sur le papier, ces critiques sont fondées, mais elles cachent une erreur de lecture bien plus grave. Nokia continue d'évaluer l'iPhone avec les critères de l'ancien monde, la robustesse, le prix, l'autonomie. Ce que Nokia ne voit pas encore, évidemment, c'est que l'iPhone ne vient pas seulement changer un produit, il vient changer la définition même de ce qu'est un téléphone. 1 an plus tard, Google lance Android, un système d'exploitation gratuit et ouvert que n'importe quel fabricant peut utiliser. Nokia se retrouve soudainement attaqué sur 2 fronts à la fois. Apple en haut de gamme, Android sur tout le reste du marché. Ce moment illustre un principe simple mais souvent oublié en investissement. Ce n'est pas parce qu'un produit a des défauts visibles aujourd'hui qu'il ne va pas dominer demain. Beaucoup d'investisseurs jugent une opportunité uniquement sur son état actuel, sans se demander où elle sera dans 5 ou 10 ans. Pendant ce temps, en interne chez Nokia, un autre problème s'aggrave, plus silencieux mais tout aussi destructeur. Nokia possède son propre système d'exploitation, Symbian, vieillissant, de plus en plus lourd à faire évoluer, sur lequel l'entreprise a pourtant construit toute sa réussite. Symbian devient ce qu'on appelle un actif hérité, quelque chose qui a créé énormément de valeur par le passé, mais qui devient de plus en plus coûteux à maintenir à mesure que le monde change autour de lui. En 2010, Nokia recrute un nouveau PDG, Stephen Elop, venu de Microsoft, avec pour mission de sauver l'entreprise. En février 2011, il envoie à l'ensemble des employés un mémo interne qui va devenir tristement célèbre, le mémo de la plateforme en feu. Il y compare Nokia à un ouvrier sur une plateforme pétrolière en pleine mer, réveillé en pleine nuit par une explosion. Les flammes autour de lui, l'océan glacé en dessous. 2 choix, rester sur la plateforme en feu ou sauter dans l'eau glacée pour tenter de survivre. Le message est clair. Rester sur Symbian, c'est mourir lentement. Sauter, c'est risquer de mourir tout de suite, mais avec une chance de survivre. Ce mémo fuite publiquement quelques jours plus tard, et son effet est immédiat, mais pas celui espéré. En apprenant que Symbian est officiellement condamné, les clients arrêtent immédiatement d'acheter des téléphones Symbian. Pourquoi acheter un produit que l'entreprise elle-même vient de déclarer obsolète ?
Nokia vient, sans le vouloir, de tuer ses propres ventes avant même d'avoir un produit de remplacement prêt. Elop fait alors un choix radical, abandonner totalement Symbian et parier l'avenir de Nokia sur un partenariat exclusif avec son ancien employeur, Microsoft, et son système Windows Phone. Sur le papier, la logique est défendable. Microsoft a de l'argent, de l'expérience logicielle et cherche justement un partenaire matériel fort. Mais ce pari comporte un problème majeur, presque invisible sur le moment. Nokia mise tout son avenir sur un seul acteur, un seul système, un seul scénario. Qu'il s'agisse d'une entreprise qui parie son avenir entier sur un seul partenaire, ou d'un particulier qui investit toutes ses économies dans une seule action, le principe est identique. Diversifier, c'est pas un manque d'ambition, c'est une protection contre les scénarios qu'on n'a pas vu venir. Les téléphones Windows Phone de Nokia, les Lumia, reçoivent d'ailleurs de très bonnes critiques matérielles. Le problème n'est pas le produit lui-même, c'est l'écosystème. Les développeurs d'applications continuent de prioriser massivement iOS et Android. Résultat, le Windows Store de Nokia reste vide comparé aux boutiques concurrentes. La chute est alors difficile à arrêter. Les parts de marché s'effondrent année après année, le cours de l'action suit exactement la même trajectoire. En 2013, Nokia vend sa division téléphone mobile à Microsoft pour 7,2 milliards de dollars. Un chiffre qui peut sembler énorme, jusqu'à ce qu'on le compare à la valeur de Nokia à son sommet, plus de 100 milliards de dollars quelques années plus tôt seulement. La richesse construite sur plusieurs décennies peut disparaître en très peu d'années si elle repose sur une seule source. C'est valable pour une entreprise entière comme pour un particulier proche de la retraite. Plus on approche du moment où on a besoin de son argent, plus il devient important de sécuriser une partie de ce qu'on a construit plutôt que de tout laisser exposer au même risque. Aujourd'hui, le nom Nokia existe toujours, sous licence, sur certains téléphones bas de gamme. Mais l'entreprise qui dominait absolument le marché mondial du mobile n'existe plus telle qu'elle était. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un mauvais choix technologique. C'est l'histoire d'une entreprise qui a confondu sa position dominante avec une garantie de sécurité. Nokia a été tué par une accumulation de petits signaux ignorés et un pari final tout misé sur une seule option. Et peut-être que la vraie leçon de cette histoire, autant pour une multinationale que pour n'importe qui gérant ses propres finances, c'est celle-ci. Ce n'est jamais la position dominante d'aujourd'hui qui garantit la sécurité de demain. C'est la capacité à remettre en question ses certitudes et à ne jamais tout miser sur un seul scénario. Et vous, si vous étiez à la place des dirigeants de Nokia en 2007, est-ce que vous auriez pris l'iPhone au sérieux ? Dites-le moi dans les commentaires et abonnez-vous si vous voulez découvrir d'autres histoires d'entreprises qui ont tout perdu et les leçons financières qu'on peut en tirer.